Ruth va pouvoir fertiliser les plants de fraisiers pour s'assurer d'une bonne récolte l'an prochain. Sous cette forme, ça va être aussi excellent contre les mauvaises herbes. Et en plus, c'est bon marché. Les algues devraient fertiliser le sol et lui redonner les nutriments qui ont été absorbés par la récolte de cette année. On va les laisser poser tout l'hiver. Elles vont pourrir doucement en relâchant leurs minéraux dans le sol et elles protégeront des mauvaises herbes. C'est recuit et prêt à être travaillé. Oui, c'est ça. À la forge, le coq en cuivre prend peu à peu forme. Simon va à présent frapper la face externe de la plaque pour travailler les plumes. Pour éviter que la plaque ne se déforme, il remplit l'autre côté avec de la poix. On met de la poix sur ce côté de la plaque. Elle va fondre doucement et aller remplir tous les espaces qu'on a creusés jusqu'ici avec le maillet. Une fois que la poix a refroidi, on retourne la plaque. Voilà, tu peux lâcher maintenant, c'est bon. Très bien, je lâche. À présent, Simon peut s'attaquer au délicat travail du repoussé. Tu vois comme ça creuse? Ça bouge drôlement. Oui, c'est pour ça qu'on met de la poix, pour la retenir. Ce genre de savoir-faire était souvent transmis de père en fils, et il fallait plusieurs années avant de le maîtriser. Tu veux essayer? D'accord. Occupe-toi de cette partie, Oui. moi je fais celle-là avec le même genre d'outils. Mais dès le début du XXe siècle, ce savoir-faire ne vivait plus qu'en sursis. J'imagine qu'à l'époque édouardienne, ce genre d'artisanat a souffert de la production en série. Oui, et quand la Première Guerre mondiale a éclaté, on a perdu beaucoup d'artisans. Les jeunes qui auraient pu perpétuer ce savoir-faire, Oui. qu'ils avaient hérité de leur père. Toute une génération d'hommes a été anéantie par la guerre. Oui, ça a été dévastateur pour l'artisanat dans notre pays. La poix est retirée, et Simon reprend le travail à l'intérieur. En alternant la frappe d'un côté et de l'autre de la plaque, il arrive à donner du relief à chacune des plumes. On regarde ce que ça donne de l'autre côté? Regarde, on commence à voir cette partie ressortir. Et il faudra frapper le long de cette ligne-là pour l'enfoncer un peu plus. Les fermiers d'autrefois ne se fiaient pas uniquement aux girouettes pour prédire la météo. Les baromètres, qui indiquent la pression atmosphérique, étaient aussi de précieux indicateurs. À l'époque édouardienne, grâce à la production industrielle, les baromètres devinrent plus disponibles et meilleur marché. Bonjour Philippe. Alex rend visite à Philip Collins afin d'acquérir un baromètre pour la ferme. Vous avez une collection impressionnante. Ce sont tous des modèles différents. Quand on parle de hausse ou de baisse de la pression atmosphérique, c'est forcément lié au beau ou au mauvais temps. D'une façon générale, oui. Si la pression augmente pendant plusieurs jours, c'est plutôt annonciateur de beau temps. Et si elle descend, alors on aura du mauvais temps. Mais c'est aussi fonction des vents et de leur changement de direction. Oui. Mais grâce à cela, les paysans ont pu prédire la météo de façon plus précise. Ce qu'ils avaient du mal à faire avant l'invention de cet instrument. Non, car en fait, les paysans et les gens qui vivaient à la campagne prédisaient souvent la météo de façon traditionnelle, avec le folklore, les dictons d'hiver. Mais le baromètre a été le premier et principal outil scientifique de mesure de la pression atmosphérique. Pensez-vous que les fermiers de l'époque édouardienne se servaient du baromètre? Je pense que la plupart des fermiers de l'époque n'auraient pas pu s'offrir ce genre d'instrument, non? Donc si j'avais eu une ferme comme celle d'aujourd'hui, je n'aurais pas eu de baromètre. Vous auriez compté sur les voisins. Et s'ils commençaient à moissonner, vous les auriez imités. Mais dans votre cas, j'ai une suggestion à vous faire. Ceci est un baromètre à l'ancienne qui a fait ses preuves et qui serait adapté à votre budget. Une sorte de baromètre du pauvre. Oui, c'est un peu ça. Vous prenez un bocal en verre quelconque et une bouteille avec un long goulot et de l'eau colorée. On peut en prendre de la non colorée, mais en couleur, c'est plus visible. C'est plus visuel.
On plonge ensuite la bouteille tête en bas. Du coup, l'air dans la bouteille est prisonnier car le goulot trempe dans l'eau. D'accord. Si la pression atmosphérique augmente, elle écrasera le liquide dans le bocal, ce qui fera monter l'eau dans la bouteille. Cela indiquera ainsi aux fermiers qu'une période de beau temps s'annonce. Voilà un baromètre rudimentaire et fait maison. Cela devrait convenir à votre budget pour l'instant. Oui, en effet. Et si la récolte est bonne, je pourrais peut-être investir dans un vrai. Plus sophistiqué, oui. C'est la deuxième semaine du mois d'août et l'avoine est presque à maturité. Mais il pleut depuis le début du mois et si cela continue, la pluie risque d'aplatir les épis, rendant toute moisson impossible. Voici le dessin final, Peter. La fabrication de la girouette avance bien. Mais le travail du cuivre n'est qu'une partie de l'ensemble. Le coq doit être fixé à un support afin de pouvoir tourner librement avec le vent. Voilà ce à quoi on doit s'attaquer maintenant. Et il va nous falloir du fer. Oui, Et on aurait besoin de charbon de bois oui. pour forger le fer. À quoi sert le charbon? D'une part, ça augmente la teneur en carbone du fer, et d'autre part, ça sert à alimenter le feu. On va forger les montants d'une seule pièce, directement à la taille voulue, et pour ça, on a besoin d'un feu très fourni. Oui, Ce serait l'idéal. parfait. Simon veut produire du fer pour sa girouette de façon traditionnelle. Et pour cela, il a besoin d'une grande quantité de charbon de bois. Fabriquer du charbon était une pratique en désuétude dans la campagne édouardienne. Au niveau du nœud, là, Ruth et Peter viennent demander de l'aide à Colin Richards et Nick Cooper, deux spécialistes de ces pratiques rurales. On a réussi à vous retrouver. C'est ici qu'on va installer le bûcher? oui, le sol est plat. Il sera facile d'apporter le bois, et quand on aura dégagé l'espace et enlevé toutes les feuilles mortes, on pourra construire le fourneau. Colin a choisi un emplacement un peu à l'écart des arbres. Quand le sol sera dégagé, ils pourront construire un fourneau à bois en commençant par la cheminée. On va manquer de ficelle, Peter. J'en ai une qui me sert de ceinture. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas perdre ton pantalon. C'est pour la bonne cause, Ruth. C'est un gros sacrifice. Je te remercie, Peter. Tu seras récompensé en retour. Et elle est solide en plus. Puis, la matière première pour fabriquer du charbon, des bûches de chêne, sont placées en rang serré autour de la cheminée. Par quel mécanisme les bûches font du charbon de bois? Eh bien, le bois est constitué de cellulose et de minéraux. Les arbres qu'on a autour de nous les absorbent de la terre, et ces éléments sont très inflammables, très volatiles. Donc, pour fabriquer du charbon de bois, on commence par brûler tous ces éléments. Quand ils ont bien